Chers et chers récipiendaires, dear colleagues, nous avons le plaisir de renouer aujourd'hui avec cette belle cérémonie des doctorats honoris causa. Et pour ouvrir cette cérémonie, je vous demande de bien vouloir accueillir et applaudir Monsieur le Président de l'Université de Tours, Arnaud Giacometti. Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices de composantes, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'unités de recherche et d'écoles doctorales, Mesdames, Messieurs les récipiendaires de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes de nos partenaires universitaires, surtout européens ce soir, chers collègues, dear colleagues, Mesdames, Messieurs, alors comme vous pouvez l'imaginer, je suis particulièrement honoré de présider ce soir cette cérémonie de remise de doctorat honoris causa, une cérémonie qui met à l'honneur deux hommes et deux femmes et deux hommes passionnés et reconnus pour la richesse de leurs travaux de recherche et la qualité de leur engagement, un engagement au service de la société, du monde de la culture et de la science. Je suis également très heureux de vous recevoir ici au Grand Théâtre de Tours, ce lieu magnifique de culture. Et je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement Laurent Campellon, qui est le directeur du Grand Théâtre, et ses équipes pour leur accueil, mais aussi Laurence Condette, qui est directrice de la scène Opéra de Tours, et Tony Gambaranden, qui est son directeur technique. Alors, comme président, finalement, j'ai pas souvent le temps d'assister à des spectacles, mais si vous avez un jour l'occasion de venir voir un opéra ici, je pense que vous ne serez pas déçus. On a toujours des concerts et des opéras de très grande qualité qui y sont proposés. Alors, pour toute université, une cérémonie de remise de doctorat honoris causa, c'est un événement solennel et symbolique qui rassemble la communauté universitaire autour de collègues internationaux, des collègues choisis en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres, aux arts et à la France. À l'Université de Tours, notre choix est non seulement de privilégier des personnalités dont la réputation scientifique est établie, mais aussi de choisir des personnalités qui ont noué des collaborations fructueuses et durables avec notre établissement, qui ont noué souvent aussi des liens professionnels et humains avec nos équipes de chercheurs et chercheuses, enseignants-chercheurs, autour de valeurs partagées, humanistes et européennes. Ainsi, notre choix cette année 2024 a été de mettre en lumière la professeure Pöttler de l'Université de Bochum, le professeur Tselepis de l'Université de Birmingham, la professeure Sarah Helen O'Connor de l'Université Friedrich Schiller et enfin le professeur Richard Cooper de l'Université d'Oxford. Alors depuis sa création en 1972, l'Université de Tours a organisé 15 cérémonies de remise de doctorat honoris causa. Donc comme vous le voyez, c'est pas une cérémonie qu'on organise de manière annuelle et qui a décerné depuis le début 36 titres de docteur honoris causa dans des domaines extrêmement variés, tels que la physique, l'histoire, la philosophie, la philologie, la médecine, les mathématiques ou encore, c'était la dernière fois, la gastronomie. Alors après une dernière édition organisée c'était en 2017 et une pause contrainte par les années Covid, nous avons donc voulu à nouveau décerner cette distinction en 2024. Je pense la distinction la plus prestigieuse du monde académique. Alors pour choisir les personnalités du monde universitaire, sachez que nous avons procédé par appel à propositions, donc des propositions émanant des départements, des équipes de recherche de l'Université de Tours, des propositions qui ont d'abord été examinées par les conseils des composantes de l'université, 12 composantes aujourd'hui, puis le conseil d'administration, parmi toutes les propositions qui ont été faites, a sélectionné les 4 récipiendaires de ce soir. Enfin, ces propositions ont été validées par le ministère des Affaires étrangères et européennes français. Alors, ce soir, pour chacune des personnes honorées,
le ou la collègue qui a porté la proposition d'honorer le ou la récipiendaire commencera par évoquer sa carrière, mais aussi donc ses interactions avec l'Université de Tours. Puis le ou la récipiendaire aura l'occasion de prendre la parole. Et puis enfin, nous remettrons au récipiendaire à la fois une médaille de l'université, ainsi qu'une œuvre d'art personnalisée, une œuvre d'art réalisée par la plasticienne Carole Marchais. Alors sachez que cette artiste plasticienne coopère maintenant avec l'université depuis plusieurs années. En 2017, elle avait d'abord été accueillie une année pleine en résidence d'artistes à l'université de Tours. Ça, c'est quelque chose que nous faisons chaque année, développant ainsi des collaborations et des créations avec les enseignants, enseignants-chercheurs et personnels. Donc là, c'était un accueil en résidence dans l'unité de recherche CITER, donc une unité importante pour l'université dans le domaine des sciences humaines et sociales, et qui est une unité sous la toute tutelle mixte de l'université et du CNRS. Et puis par la suite, cet artiste, là, à partir de 2021, a animé assez souvent des ateliers avec nos étudiants et étudiantes, mais aussi réalisé pour l'Université de Tours une création inspirée des expériences de confinement, une création qui avait été installée à la Maison des Sciences de l'Homme, Val-de-Loire. Alors si nous avons choisi cet artiste pour cette cérémonie honoris causa, c'est en particulier pour sa sensibilité de l'éphémère, pour son regard sensible sur notre environnement quotidien, un regard mélancolique, au sens de la conscience, du passage du temps, de l'impermanence, où végétal et paysage occupent une place privilégiée. Alors pour les œuvres qui vous seront offertes ce soir, Carole Marchais s'est inspirée de la Touraine, partant de l'idée de jardin, en référence à la vigne et aux forêts qui composent nos paysages. Et comme vous pourrez le voir, chacune des 4 œuvres a été conçue comme un fragment de paysage en jouant de l'évolution de la végétation au fil des 4 saisons. Et puis enfin, comme vous pourrez aussi le voir, ces 4 œuvres rassemblées ensemble, alors ce sera peut-être pour vous de coup l'occasion de vous retrouver plus tard, rassemblées ensemble, elles laissent deviner le tracé de la Loire, qui est important évidemment dans notre région, et puis aussi ses affluents, le Cher, la Vienne et l'Indre. Alors pour conclure, et avant de passer la parole à Emmanuelle Huvert, notre vice-présidente recherche, je voudrais terminer en soulignant l'importance toute particulière que revêt pour moi la cérémonie de ce soir, en fin de mandature et après 2 mandats en tant que vice-président en charge des relations internationales. En remettant ce soir un doctorat honoris causa à 4 de nos collègues d'universités partenaires, il s'agit symboliquement de souligner l'importance de nos partenariats internationaux, et notamment au sein de l'Europe, une Europe qui, à travers la guerre en Ukraine, traverse aujourd'hui un bouleversement géopolitique majeur, une Europe marquée cette dernière décennie par de nombreuses crises politiques, et très récemment, comme vous le savez, en France, une Europe enfin marquée, tout particulièrement cette fin d'été, par de nombreux événements extrêmes climatiques. Je pense notamment aux violentes et récentes inondations qui ont touché la Roumanie, l'Autriche et la Pologne, mais aussi aux feux de forêt au Portugal. Alors nous savons toutes et tous que ces crises sont le signe de bouleversements géopolitiques et climatiques qui vont encore marquer davantage les décennies à venir. Dans un tel contexte, nos universités, individuellement, mais aussi en réseau, ont, de mon point de vue, une responsabilité centrale à jouer, une responsabilité majeure face à ce qui peut être qualifié, selon moi, de crise écologique de la raison, si je reprends les termes d'un ouvrage de la philosophe Val Plumwood. Ainsi, si nos chercheurs nous alertent, comme vous le savez, depuis maintenant près de 50 ans, sur la situation alarmante de notre planète, peu de choses ont été faites, et on ne peut d'ailleurs que constater que beaucoup de nos politiques et citoyens sont encore souvent dans une posture, on va dire, climato-dénialiste. Dans sa série d'essais entre le passé et le futur, Hannah Arendt soulignait que dans l'époque moderne qu'elle traversait, une époque qu'elle caractérisait par la façon qu'elle disait irréfléchie, dont l'humanité embrassait la science, la technologie et l'automatisation, dans des proportions qui menaçaient déjà, on va dire, les conditions de base de la vie humaine, l'urgence était avant tout, et malgré la complexité du monde, de juste, en fait, et simplement penser à ce que nous faisons dans ce fossé du présent entre le passé et l'avenir. Dans ce fossé entre le passé et l'avenir, nos universités
doivent être les premiers lieux de pensée du monde, très incertain et fluctuant qui est le nôtre, en examinant comment repenser nos rapports sociaux, comment faire société dans un tel contexte, non pas contre la nature, mais avec la nature. Et dans ce contexte-là, nos universités ont vraiment, je pense, un rôle essentiel à jouer comme moteur de la pensée critique, en se montrant également exemplaires dans chacun de nos pays, mais aussi aujourd'hui, tout particulièrement, en relation en Europe. Alors par leurs travaux et leur engagement, les 4 récipiendaires de ce soir ont contribué et contribuent encore de manière remarquable au monde de la pensée. Toutes mes félicitations. Donc merci pour votre attention et je vais donc maintenant laisser la parole à Emmanuelle Huvert, notre vice-présidente donc de la recherche et qui sera la maîtresse de cérémonie pour ce soir. Une cérémonie que je vous souhaite la plus belle et la plus heureuse possible. Merci. Bien, Monsieur le Président de l'Université, Mesdames les vice-présidentes de la recherche, Messieurs et Mesdames les vice-présidents et vice-présidentes, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en fait, c'est pour moi un grand honneur de présenter aujourd'hui Madame la professeure Sarah O'Connor pour cette remise de titre de docteur honoris causa. Alors, cette prestigieuse distinction qui est décernée par l'Université de Tours met à l'honneur la carrière et l'ensemble des travaux scientifiques de la professeure Sarah O'Connor qui ont contribué, sans aucun doute, à des avancées remarquables dans le domaine de la biosynthèse de composés d'origine végétale, dont les applications sont de première importance, notamment dans le domaine pharmaceutique. Mais c'est également le moyen pour nous de souligner et de valoriser les liens étroits et désormais solidement établis durant ces 15 dernières années entre son équipe et le laboratoire biomolécules et biotechnologies végétales de l'université que je représente ici donc en tant que directrice. Ces liens scientifiques reposent assurément sur des liens humains qui se sont eux aussi construits et consolidés au cours du temps, en particulier avec le professeur Vincent Courdavaux, membre et directeur adjoint de la même unité de recherche. Je dois souligner que leur complicité scientifique et leur vision commune du domaine dans lequel nos 2 équipes évoluent ont eu un impact très important dans la mise en place de cette collaboration, mais aussi sur l'évolution même de notre équipe et sa reconnaissance internationale. La professeure Sarah O'Connor est une éminente scientifique dont la carrière, débutée il y a une 30aine d'années, je ne devrais pas dire ça, est jalonnée de découvertes majeures. D'abord axée sur la biochimie des protéines, sa carrière s'est ensuite orientée vers le domaine du métabolisme spécialisé des plantes, en particulier celui des alcaloïdes, dans lequel ces découvertes majeures ont révélé des mécanismes originaux, parfois recherchés depuis des décennies, qui ont ouvert des voies nouvelles dans la production de ces molécules. Mais au-delà de ces découvertes, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, ces travaux ont également complètement modifié la façon d'appréhender la recherche dans ce domaine. Elle a été assez précurseur pour cette raison. Donc la carrière de Sarah O'Connor a débuté au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, it's easier to say like that, à Cambridge, sous la direction du professeur Barbara Imperiali, avec qui elle a réalisé une thèse, à l'époque sur la glycosylation des protéines, qu'elle a soutenue en 2001. Après 2 années de postdoctorat à l'Harvard Medical School, à Boston, elle a conduit des projets de recherche sur la synthèse de peptides. Elle réintègre en 2003 le MIT en tant qu'assistante professeur. Et puis en 2007, elle devient associate professeur en chimie. C'est pendant cette période au MIT, qui durera donc 8 années, qu'elle opère un tournant scientifique dans sa carrière en initiant des travaux sur l'élucidation et l'ingénierie du métabolisme spécialisé des plantes, et qu'elle mettra en place des stratégies originales combinant plusieurs disciplines comme la chimie, la biochimie, la biologie végétale, biologie moléculaire, cellulaire et la bioinformatique entre autres, pour comprendre et identifier les rouages moléculaires complexes qui sont à l'origine de la biosynthèse de ces molécules spécialisées. Des molécules complexes elles-mêmes que la chimie de synthèse n'est parfois pas capable de produire et dont les applications pour l'homme sont très importantes, comme par exemple dans le domaine du traitement de nombreux cancers. En 2011, elle quitte les États-Unis pour venir en Europe, où son expertise et sa notoriété scientifique grandissante
lui permettent d'être recruté en tant que project leader au sein du John Innes Centre et de prendre une position de professeur à l'université d'East Anglia à Norwich en Angleterre. Elle poursuit alors ses travaux sur l'identification des métabolismes spécialisés des plantes et commence à devenir une chercheuse incontournable dans cette discipline, notamment par des contributions assez spectaculaires sur la caractérisation de la synthèse des alcaloïdes indoliques monoterpéniques, que j'appellerai juste alcaloïdes pour la suite de mon discours. Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Voilà, de la Pervenche Madagascar. C'est au cours de cette période que la collaboration entre son équipe et celle de BBV, la mienne, de l'Université de Tours, a débuté, avec comme point de départ assez notable un modèle commun de travail, celui de la Pervenche de Madagascar. En novembre 2018, elle est nommée membre scientifique de la Max Planck Society et courant 2019, elle prendra la direction du nouveau Department of Natural Product Biosynthesis du Max Planck Institute for Chemical Ecology à Jena, en Allemagne. Dès lors, Sarah O'Connor est devenue voire la chercheuse la plus prolifique et la plus influente dans le secteur de l'élucidation, de l'enzymologie et de l'ingénierie de la biosynthèse des métabolismes spécialisés des végétaux. Ces découvertes de premier ordre l'ont conduit à se voir décerner de nombreuses récompenses emblématiques telles que le Perkin Prize for Organic Chemistry en 2019, le Ernest Gwinter Award in the Chemistry of Natural Products en 2022 ou encore le Gottfried Wilhelm Leibniz Prize en 2023. Les liens avec notre laboratoire à l'Université de Tours se sont principalement développés dans le cadre de collaborations multiples entre la professeure Sarah O'Connor et le professeur Vincent Courdavot, et ce dès 2011. Cette collaboration reposait initialement sur une volonté commune de contribuer à l'élucidation et la compréhension du métabolisme des alcaloïdes aux activités anti-cancer, produits notamment donc chez la pervenche. Mais aussi parce qu'on avait des complémentarités de nos approches expérimentales au sein de nos deux laboratoires. À cette époque, et encore aujourd'hui, comprendre le mode de production de ces molécules par les plantes reste un défi majeur qui revêt un caractère très important, comme par exemple, certains d'entre eux sont très utilisés en chimiothérapie et doivent être produits en quantité pour répondre à la demande mondiale, toujours en croissance. L'enjeu était et reste de taille et nécessite finalement une compréhension intégrale des mécanismes moléculaires naturels conduisant à ces biosynthèses. Dans ce contexte, l'expertise mondialement reconnue de l'équipe de Sarah O'Connor sur l'identification de voies de biosynthèse, ainsi que celle de notre équipe, basée sur la mise en place d'approches expérimentales multiples et complémentaires, ont permis, dès le début de notre collaboration, des résultats assez remarquables. Ainsi, les premiers travaux conjoints que nous avons menés portèrent sur la découverte d'un mécanisme original, alors je vais être un peu complexe, de cyclisation des monoterpènes, voilà, c'est dit, et les vers, en fait, le verrou d'une étape clé dans la voie de biosynthèse des alcaloïdes qui était incomprise depuis de très nombreuses années. À ce titre, ils ont conduit à une première publication majeure, notamment parue dans la revue Nature, et ont ouvert surtout la porte à la découverte d'autres voies de biosynthèse utilisant ce type-là de mécanisme. Alors, ce premier succès a ainsi jeté les bases d'une collaboration intense entre nos deux équipes. D'abord focalisée sur l'identification d'enzymes assurant la synthèse des alcaloïdes, elle s'est rapidement étendue à l'ingénierie métabolique, un domaine en pleine émergence à cette époque, dans lequel nos deux équipes se sont pleinement engagées. Ainsi, très vite, les expertises et le travail collaboratif de nos deux équipes se sont renforcés et inscrits dans des projets attenant au domaine dit de la biologie synthétique, dont l'objectif est de développer la production de certaines molécules, dont les alcaloïdes anticancéreux, par des procédés biotechnologiques, en particulier de bioproduction, indépendamment de la plante et facilement réalisable sur notre territoire. Notre collaboration a créé une émulation particulière, tant au sein de son équipe que de la nôtre, notamment pour la création des premières cellules-usines de levure capables de produire cet alcaloïde végétal de la pervenche de Madagascar.
Chaque étape de ce processus s'avère souvent un véritable défi scientifique que l'union de nos deux expertises a permis de relever au cours du temps. Dans un contexte international très compétitif, ce travail conjoint a sans nul doute été un moteur au sein de notre équipe BBV pour la consolidation et l'expansion de notre expertise et de notre reconnaissance aujourd'hui internationale dans ce domaine. De même, la collaboration de la professeure Sarah O'Connor a été particulièrement fructueuse et a abouti à la copublication entre nos deux équipes à plus de 35 articles scientifiques sur une période d'une dizaine d'années, entre 2013 et 2023, dont 13 où nos deux équipes partagent la position d'auteur de correspondance. Alors, citons parmi les résultats les plus marquants, pour ceux qui vont me suivre, la découverte de plus de 20 enzymes et transporteurs de la voie de biosynthèse des alcaloïdes, la création de la première souche de levure capable de synthétiser de novo des alcaloïdes, la caractérisation de l'organisation en métabolon de la voie de biosynthèse et l'identification des enzymes terminales de la biosynthèse des alcaloïdes. L'ensemble de tous ces travaux ont été publiés dans d'excellentes revues assez prestigieuses comme Nature, Nature Plants et la dernière que j'ai mentionnée dans Science. Ainsi, la notoriété et l'expertise du professeur Sarah O'Connor lui valent d'autres multiples collaborations évidemment et sollicitations, mais le lien étroit qui s'est établi entre nos deux laboratoires a permis, notamment lors de sa venue à l'Université de Tours déjà en juin 2018, d'initier un rapprochement multilatéral entre son groupe, le travail de BBV, et des collègues notamment de l'Université technique du Danemark, ainsi qu'avec un groupe industriel, Accentis. Ce rapprochement a nourri une réflexion au sein de ce consortium, aboutissant notamment à un dépôt de projet commun en réponse à l'appel à projet européen H2020, notamment celui Transforming Europe Industry, en 2018. Ce projet d'envergure, appelé Miami, ce qui faisait un peu rêver quand même, a été lauréat et visait à développer des plateformes microbiennes, notamment des lignées de levure, de synthèse d'alcaloïdes à haute efficacité. Alors ce projet, qui a été quand même financé à une hauteur de 6,8 millions d'euros, qui était donc extrêmement important, étendu sur la période 2019-2023, a certes consolidé notre collaboration, mais surtout nous a permis de développer de nouvelles stratégies et méthodologies qui font maintenant référence et qui ont accéléré les travaux d'identification, notamment des enzymes du métabolisme des plantes et de leur ingénierie en levure. Dans ce consortium, les résultats remarquables sur la caractérisation de ces nouvelles enzymes ont été le fruit plus particulier des interactions entre le groupe du professeur Sarah O'Connor et le nôtre, et ont permis, là encore, des publications dans des revues prestigieuses telles que Plant Communication et d'autres. Ce projet a également permis de créer de nouvelles collaborations pour notre laboratoire avec les autres partenaires de ce consortium, aboutissant au développement pour la première fois de cellules usines de levure capables de produire l'alcaloïde anticancéreux final le plus important, à savoir la vinblastine, qui ont donné lieu d'ailleurs à une publication dans Nature il y a 2 ans. Alors cette collaboration contribue de façon importante à la notoriété de l'Université de Tours. Aujourd'hui, elle s'intensifie plus que jamais avec un programme de séquençage massif de génomes de plantes productrices d'alcaloïdes dédié à la compréhension de l'émergence et de l'évolution de ce type de métabolisme. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire d'ajouter encore plus d'arguments pour décrire les apports scientifiques majeurs de la professeure Sarah O'Connor, ainsi que l'étroite relation qu'elle entretient désormais avec l'Université de Tours, et si je puis dire avec notre laboratoire. Et je ne peux que souhaiter que les 15 prochaines années soient aussi prolifiques et fructueuses pour notre collaboration et pour la science. Je ne parle pas français, je suis désolée, but je suis très, très honorée. I am deeply honored to be here today, and I thank you very, very much for this award of the honorary degree. I am really very grateful to be here and very surprised to receive this honor. Thank you.
I wanted to say a few words about the work that we do in my laboratory and the role that the University of Tours, specifically Vincent Courdevault and his co-workers, played in these research efforts. We are interested, as you heard, in the molecules that plants make. Many familiar products come from plants. For example, many medicines, such as aspirin or opiates that are used to treat pain, and chemotherapies like vinblastine, which you heard about, are derived from plants. In fact, even today, these molecules are isolated from the producing plants for use in the clinic. They are still too complex to be made synthetically on a large scale. Plants cannot move, so they have evolved to synthesize molecules to interact with their environment. Plants make these molecules to defend themselves against animals or insects who try to eat them, or to attract pollinators to help them reproduce. While plants make these molecules, and these molecules are often called natural products, while plants make these molecules for their own purposes, serendipitously, many of these molecules have pharmacological activity for humans. Natural products are a fantastic source of medicines. We are interested in the question, how do plants synthesize natural products? With the group in Tours, we have focused extensively on understanding how the plant Catharanthus roseus, or Madagascar periwinkle, makes the anti-cancer drug vinblastine. You probably recognize this plant. It's also used as an ornamental plant. And although periwinkle originally comes from Madagascar, it is now grown all over the world. Vinblastine is made by a very long chemical pathway where each chemical step is catalyzed by an enzyme, which in turn is encoded on the genome of the periwinkle plant by a gene. This long, complicated pathway was an enormous challenge to elucidate. Importantly, vinblastine is one of the most expensive small molecule drugs used in the clinic today. In recent years, in fact, there have been shortages of this important drug. Therefore, we hope that our efforts to understand how the plant synthesizes this molecule will allow more efficient methods of producing it. We started with the early steps of the pathway. We discovered and characterized two early enzymes that make the crucial first portion of the vinblastine molecule. This was back in 2016. Along the way, we also learned that some of the enzymes that carry out the chemical steps actually interact with each other to form a complex. It was the researchers at Tours who first introduced us to the microscopy techniques that are used to measure the interactions among the proteins or the enzymes. After much work and trial and error, a lot of error, finally in 2018, we found the remaining enzymes that completed the synthesis of the vinblastine molecule scaffold. These enzymes carry out very unusual chemical reactions, unprecedented chemical reactions, which involve the production of highly unstable intermediates. The Tours group worked with us to show that these newly discovered enzymes interact with each other, probably to prevent the unstable intermediates from decomposing or degrading. With this success in hand, we wanted to turn our attention to a more practical research problem, specifically how we could produce vinblastine and other valuable plant natural products more efficiently and more inexpensively. One promising idea, enabled by advances in synthetic biology, is to take a gene, or to take the genes that encode the enzymes that catalyze the synthesis of a molecule like vinblastine, and to put them in a new, easy-to-grow host such as yeast. In other words, we could potentially engineer a strain of baker's yeast, which is used to make bread, that can grow in a flask to produce vinblastine. We had some early success in producing a strain that made one of the early precursors of vinblastine. And again, this was back in 2015 with Vincent Courdevault and his co-workers. However, this is a difficult engineering problem, and we decided to work with a consortium of chemical engineers to tackle this problem. We applied for and received an EU-funded grant to produce plant natural products in yeast. Ultimately, this work resulted in the production of yeast strains that produce vinblastine. Although the yields are still too low to be used for production in the clinic, this consortium, a consortium with Tours and other universities, this constitutes a major accomplishment in making these important molecules more accessible to the public.
So, in short, I am very, very grateful to the researchers in Tours who were with us in these efforts. And I look forward to future efforts to continue our journey to make plant natural products part of our lives. I'm very grateful to this honor for cementing our collaboration, and I look forward to the next 15 years of productive collaboration. So thank you very much. Monsieur le Président, Madame les doyennes et Messieurs les doyens de l'université, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs de recherche, chers collègues, honorables invités, cher professeur Richard Cooper, le Centre d'études supérieures de la Renaissance, dans sa double nature des facultés de l'Université de Tours et d'unité mixte de recherche, a proposé à l'unanimité de ses membres la remise du diplôme honoris causa à Richard Cooper, professeur émérite d'études françaises de la Renaissance du Brasenose College de l'Université d'Oxford. La tâche qui m'est confiée aujourd'hui par mes collègues est non seulement un grand honneur, mais aussi un tribut sincère qui ne relève aucunement de l'exercice de style. Elle consiste, en effet, dans l'hommage unanime de celles et ceux qui s'inspirent du parcours scientifique, du cheminement intellectuel et de l'approche rigoureuse et interdisciplinaire de Richard Cooper. C'est donc une tâche que j'assume plus que volontiers, consciente de la responsabilité qui en découle, puisque nous célébrons aujourd'hui un chercheur d'excellence, l'un des contributeurs majeurs à l'essor des études sur la Renaissance en Europe, et un collègue qui, au cours de 3-4 décennies, a donné du lustre à de nombreuses initiatives scientifiques du Centre d'études supérieures de la Renaissance. Par sa présence assidue au colloque annuel d'études humanistes et aux célébrations décennales du CESR, Richard Cooper nous a gratifié de publications d'envergure d'une grande originalité et il a inspiré de nombreuses études de chercheurs séduits par sa démarche savante. Même notre fond photographique garde quelques souvenirs de choix, des clichés qui voient le professeur Cooper aux côtés de quelques directeurs de la maison, tels que Jean-Michel Vaccaro, Gérald Schex, Marie-Luce Desmonet, et de nombreux collègues français et étrangers qui, chaque année, unissant docere et delectare, célèbrent les fastes de la Renaissance au CESR, dans les châteaux avoisinants, souvent aussi autour d'une table richement dressée. Pour moi aujourd'hui, et pour nous tous, participer à la remise de ces diplômes honoris causa de l'Université de Tours, c'est célébrer un banquet humaniste, à la fois intellectuel et amical, dont il m'est agréable de signifier les raisons. Dès ses débuts, Richard Cooper a façonné sa formation et sa carrière sous les signes de l'ouverture linguistique, disciplinaire, intellectuelle. Chercheur polyglotte, il s'est formé aux langues étrangères à la Manchester Grammar School. Il a ensuite intégré le New College d'Oxford, où il a étudié le français et l'italien. Dès 1971 à 1977, il a enseigné le français à l'Université de Lancaster, avant de revenir à l'Université d'Oxford en tant que professeur de français du Brasenose College pendant presque 20 ans. En 1298, il a été nommé professeur de la faculté de Medieval and Modern Languages de l'Université d'Oxford. De septembre 2018 à septembre 2022, il a été master du St. Bennett's Hall et il est actuellement professeur émérite de littérature française de l'Université d'Oxford et former chairman du conseil de la faculté des langues modernes de cette même université. Richard Cooper est également membre, en France, de l'Académie des sciences, des belles-lettres et des arts et de l'Institut des sciences de l'homme de Lyon. Son engagement pour la promotion des cultures françaises et italiennes a été couronné par des distinctions. En 1996, il a été nommé officier de l'Ordre des Palmes académiques et promu commandeur en 2012. Il est également commendatore de l'Ordine al Merito de la République italienne depuis 2003. Ces reconnaissances honorent un parcours scientifique protéiforme et original,
car Richard Cooper a investi de multiples domaines de la recherche, tels que la littérature française et italienne de la première modernité, la poésie néo-latine, l'histoire du livre, l'histoire sociale. La variété de ses recherches fait écho à ses passions et, parfois, à ses choix les plus intimes. Que l'on songe aux enquêtes sur les étroites relations entre la France et l'Italie au XVIe siècle, et aussi aux études sur les antiquaires de la Renaissance, les fêtes de cour et les manuscrits enluminés de la même période. Il est par ailleurs mondialement connu pour ses recherches sur Rabelais, Jean du Bellay, Marguerite de Navarre, ainsi que sur la réception des Dantes en France, sur l'humanisme lyonnais, les érudits et les professeurs italiens dans le royaume. Sa connaissance approfondie des archives lui a permis de mettre en lumière, grâce à une documentation inédite, des personnalités et des contextes culturels et festifs, jadis méconnus, et qui depuis se sont révélés de première importance pour la communauté scientifique. J'avoue avoir lu avec admiration et un brin d'envie ces Litterae in tempore belli, un recueil d'études sur la relation transalpine lors des guerres de religion, lors des guerres d'Italie, et également son audition dès l'entrée royale d'Henri II et Catherine de Médicis à Lyon, de Maurice Sèvres, ou encore son croustillant essai dès la dignité de Barguette, Rabelais and Montaigne as readers of the Priapia. Loin de moi la tentation de tomber dans les mailles de l'invidia encomium, dont Richard Cooper connaît mieux que d'autres les arcanes, ayant illustré l'éloge paradoxal que Caspar Dornau consacre à l'envie. Je m'attarderai plutôt sur sa capacité à défricher des terrains de recherche en déplaçant son regard et les nôtres des centres de pouvoir centraux, la cour royale, les milieux typographiques intellectuels parisiens, vers les lieux les plus excentrés et polyglottes, mais tout autant fondamentaux, par exemple, pour la compréhension de la Renaissance, dont la cour de Navarre, Lyon et les duchés de Savoie. Lorsque Richard Cooper s'attarde sur les itinéraires empruntés par les diplomates, les médecins et les hommes de lettres qui décident de passer les monts dans un sens ou dans l'autre pour parfaire leurs instructions, assouvir leur curiosité d'antiquaire, étancher leur soif de pouvoir ou trouver refuge, nous les suivons ébahis et reconnaissants, car suivre ces traces et ces notes de bas de page, c'est ouvrir des écrins de documents inconnus. Découvrir aussi des raisons intellectuelles insoupçonnées et goûter à des mets et surtout à des vins aux saveurs singulières. Nous savons également que la perfide Albion n'est jamais lointaine. Ainsi, ses études sur la réception anglaise des Rabelais, sur la diffusion de l'humanisme en Angleterre ou encore l'essor du calvinisme en terre anglicane ont eu le mérite d'offrir un point de vue inédit aux plus chauvins des chercheurs continentaux. Réputé pour son éloquence lors de ses interventions publiques, pour sa générosité envers ses collègues et pour son sens de l'humour doublé d'un culte pour la gastronomie et l'énologie française, Richard Cooper reste l'une des figures marquantes d'une génération de chercheurs qui a su ouvrir les études littéraires à d'autres disciplines sans brouiller les pistes, mais dans le respect des spécificités méthodologiques, chacune, selon les dictons nec domina, nec ancilla, sid sortia. À ces propos, qu'il me soit permis d'évoquer un fait personnel dont Richard Cooper n'a sans doute aucun souvenir, car j'en étais à mes débuts, tandis qu'il était déjà un chercheur chevronné. La première fois que j'ai assisté à l'une de ces conférences, c'était exactement il y a 30 ans, en septembre 1994, lors du colloque Rabelais au XXIe siècle, organisé à Chinon et à Tours par Michel Simonin, qui deviendra quelques temps après mon directeur de thèse. Ce colloque allait marquer un tournant dans les études rabelaisiennes. Pour ma part, je n'en avais encore aucune conscience, car je venais à peine d'arriver au CVSR avec une maîtrise en littérature italienne et une bourse d'études européennes dans l'escarcelle, et surtout 1000 doutes. J'hésitais encore sur les chemins à entreprendre,
car la littérature française m'inspirait tout autant que l'italienne. À cette occasion, Richard Cooper donna une conférence sur Rabelais, Jean du Bellay et la crise anglicane, en s'attardant sur les effets du Concile des Trente sur la version de 1548 du quart-livre de Rabelais. Tout en gardant les caps sur son but ultime, à savoir déceler les effets des crises confessionnelles dans l'œuvre de Rabelais, il manipulait avec aisance tous les instruments que les disciplines historiques, philologiques, religieuses et bibliographiques mettaient à sa disposition. Je suis alors qu'il valait mieux ne pas choisir entre études italiennes et françaises, car les études renaissantes exigent des compétences multiples, parfois même la polyglossie des panurges, des connaissances sédimentées au fil des années, une énorme curiosité, de la souplesse méthodologique et surtout une ouverture d'esprit que toi, carissimo professore, tu incarnes encore aujourd'hui avec la même énergie avec laquelle tu as affronté tous les défis personnels, professionnels et même sportifs, car tu as aussi été un athlète et même un tedoforo, un porteur de flammes olympiques. Naturellement, je ne prétends pas que tu puisses compter à ton palmarès des distinctions l'effet d'avoir contribué à mes choix scientifiques, mais sache que ce qui nous fascine encore à la lecture de ta riche bibliographie, ce sont aussi les mises au point successives sur des résultats qu'on croyait désormais acquis. Il en va de même des nouveaux chantiers auxquels tu attales avec rigueur et une rare intelligence critique. Résolument transculturel et humaniste, tes études continueront à alimenter nos échanges scientifiques et nos recherches communes, car les passages de témoins est d'ores et déjà assuré, comme les montrent les contributions de nombreux collègues au volume des mélanges en ton honneur, édité récemment et qui va être présenté bientôt par nos homologues oxoniennes. Je ne vous cite pas tous les noms. Messieurs les présidents, chers collègues, quoique rapidement, j'espère avoir illustré la personnalité scientifique hors du commun de notre collègue, associant créativité et constance, studium et curiositas, ténacité et sense of humor, car c'est au nom de mes collègues du CBCR et de notre université que j'exprime, cher Richard, notre reconnaissance pour ta contribution aux études renaissantes et te présente nos sincères félicitations pour ces diplômes honoris causa. Chère marraine, Monsieur le Président, c'est un très grand honneur que vous me faites aujourd'hui de m'inviter ici, simple rabelaisant, qui a eu le privilège, peut-être qui a été condamné par un juge, de pouvoir consacrer sa vie à scruter, à fouiller les œuvres de Maître François, qui est fier de se qualifier Chinonensis ou Diocesis Turonensis, et qui d'ailleurs a donné son nom à cette auguste université au moment de sa fondation, au bon vieux temps. Parmi tous ces personnages, à part gymnaste, jeune gentilhomme de la Touraine, celui qui fait valoir le plus son origine tourangelle est Panurge, qui incarne peut-être les qualités de cette province historique et peut-être des étudiants de cette université. Comme son nom l'indique, Panurgos, apte à tout faire, et donc le multitâche, l'interdisciplinarité, l'ingéniosité, la faconde. Et en arrivant à quelques îles exotiques, rébarbatives comme la quintessence, son origine lui sert de passeport, de sauf-conduit. Il répond calmement aux soldats menaçants qui rudement nous interrogèrent en disant calmement « Bien, cousin, nous sommes tourangeois ». Il s'en vante dès sa première rencontre avec Pantagruel. « Je suis né et été nourri jeune au Jardin de France ». Et dans la Rabelais d'ajouter dans la seconde édition au profit des ignorants, Jardin de France, c'est Touraine. Il fait écho aussi
à l'humaniste florentin, autre florentin, qui vient ici, Francesco Florio, tourangeau d'élection et d'adoption, qui s'était enthousiasmé pour le Franciae Viridarium. Je traduis, assurément, la Touraine est située au milieu du royaume et c'est le jardin de France, puisqu'elle est à même et égale distance du Lyonnais et de la Bretagne, du Pays bordelais et de la Flandre, de sorte que nul en France ne doute du premier rang tenu par la Touraine ombellique du royaume. Pour lui, ce nouveau jardin d'Éden représente le royaume tout entier. Écrivant sous Louis XI, naturel, mais n'a pas encore le bonheur de connaître l'université de Tours, même si la ville avait vécu une longue tradition d'enseignement supérieur avec des écoles de médecine et de rhétorique dans la haute antiquité. Mais Florio, religieux dominicain et donc probablement chaste et célibataire, ne manque pas l'occasion de rencontrer les Tourangelles. Dans cette ville, dit-il, les femmes sont honnêtes, de bonnes mœurs, de port décent, pudiques, chastes et belles, qu'il vaut mieux ne pas insister. Rabelais était peut-être moins catégorique concernant ce sujet délicat, car dans l'armée du roi anarque, il y aurait eu 150 000 filles de joie, j'ai traduit filles de joie, belles comme déesses, dont certaines sont lyonnaises, les autres parisiennes, tourangelles, angevines, poitevines, etc. Mais le Florentin et Rabelais sont d'accord sur la fertilité du pays. Pour Florio, le climat est tempéré, les eaux sont pures, la récolte et les vendanges abondantes, on va voir cette année avec le milieu, les fruits délicieux. Parmi ces fruits, Florio chante les vertus des poires dites de bons chrétiens, variété exquise qui ne poussait qu'en Touraine, qui correspondait à la poire Williams que je n'ai pas manqué de planter dans mon jardin. Et Rabelais de plaisanter sur l'origine de cette spécialité régionale, en suggérant c'est plutôt Pantagruel, lui-même ravi d'avoir trouvé en l'île de Papimanie ces poires de bons chrétiens, qui promet de les introduire en France et de les planter, je cite, en mon jardin de Touraine sur la rive de Loire. Il prescrit aussi un régime spécial pour Panurge, qui désire connaître son destin par oniromancie en songeant la nuit. Un régime composé de quelques pruneaux de Tours, quelques cerises de Montverger. L'Office de tourisme de Tours s'associera sans doute à ces éloges historiques, en vantant, je cite, son climat océanique, ses collines riantes, ses rayons, ses rillettes, vive la différence, ses fromages, ses vins inoubliables, à condition d'en consommer avec modération. Le visiteur qui a le bac plus 3 cherchera à connaître cette ville plus à fond. Et comme le lui recommande Alcofribas, je cite, un homme de bon sens croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve par écrit. Il croit fermement à tout le mythe national troyen concernant Turnus, enterré ici au château, neveu de Brutus, fondateur de l'Angleterre, le tout conservé dans l'histoire tant véridique de Grégoire de Tours. Il croira tout aussi fermement à la fondation par Caïn, fils d'Adam, de Chinon, ville insigne, ville noble, ville antique, voire première du monde. Une des meilleures preuves de l'authenticité du 5e livre, malgré ce qu'on dit à Oxford, c'est justement tout le bien qu'on y dit de la Touraine. Il aura lu, ce visiteur bac plus 3, de la glorieuse présence à Tours de Alcuin, sauf que c'est un Anglais, né comme moi à York, et de la conquête de Tours par mon homonyme Richard Cœur de Lion, où certains, selon d'autres, parce qu'il était toujours en voyage, Gare de Lyon, allié pour une fois à son rival Philippe Auguste. On se demande parfois qui sont les bons et les méchants dans cette histoire. Et ensuite, parmi les événements marquants de cette ville, il applaudira à la fondation en 1956 du Centre de la Renaissance, plusieurs années même avant celle de l'université. Mais j'ai une troisième catégorie d'admirateurs de Tours, après le simple visiteur et celui qui a le bac.
à savoir celui ou celle nous appelons à Oxford le Don on a Bike, le prof à vélo. Cette espèce menacée vantera l'âge d'or de la Tour, ville au moins 2 fois capitale du royaume, ville de Maître François, à qui le CSR a dédié 2 magnifiques colloques pour marquer le demi-millénaire. Toute la rébellion du monde y est accourue. Mais ville également de Ronsard, prieur de Saint-Côme, où nous sommes passés de nouveau en pèlerinage ce matin. On se souvient encore du colloque pour marquer le 4e centenaire de Ronsard, qui a débuté à Saint-Côme, continué par la reconstitution historique du voyage de Tours, avec déjeuner finement arrosé chez Amadis de Jamin, finissant en apothéose à Paris, mais avec des vins inférieurs. Le Centre de la Renaissance vient de revivre ce dévouement à Ronsard, avec le colloque qui vient de terminer sur Ronsard, 66e colloque international humaniste ici à Tours, et dédié cette fois, et à très juste titre, au grand maître de tous les seiziémistes, Jean Séard. Ce colloque festival, qui commémore les 500 ans du poète, vient de mettre en évidence tant de points forts du Centre de la Renaissance et de la Renaissance tourangelle. Ronsard la musique avec Bal Renaissance, écrivain homme d'église comme Rabelais, prêtre du diocèse de Tours, ou Ronsard, accumulateur acharné de bénéfices. La Renaissance et la gastronomie, dont Rabelais ou Ronsard bachique. Cette université a reconnu l'importance culturelle de la gastronomie en conférant en 17, n'est-ce pas, le doctorat honoris causa à 4 des plus grands cuisiniers du monde entier. Et le banquet a suivi cette... Maître Français aurait imaginé un Tour de France mystique, stéganographique, partant des Thelem, situé à la confluence de Loire et Vienne, et contournant l'Armorique, je mets en parenthèse pays sans vin, malheureusement, pour revenir en Touraine, retrouver le divin Pio, Vouvray, Montlouis, Bourgueil, Saint-Nicolas et Chinon. Nous suivons cela, l'illustre exemple de Panurge, qui, pour prévenir la soif future, portait toujours une gourde, une ferrière, je cite, de cuir bouilli de Tours, que Panurge emplit pour soi du bon vin, car il l'appelait son vademecum. Certains d'entre nous, autres seiziémistes, avons eu le grand honneur d'être intronisés par les confréries vinicoles, soit à Lirey ou pour Dubélé, soit à Chinon, où nous avons juré solennellement sur nos ancêtres les Gaulois de n'imbiber plus jamais autre que le nectar local. Si on est quelques fois par jour, le cœur reste dans les caves de la Touraine. Et non seulement dans les caves. Pour tant de seiziémistes, Tours signifie pour nous non seulement le jardin de la France, mais ce que Rabelais appelle le vrai jardin et paradis terrestre, le lieu des rencontres, des échanges qui nous font sortir de notre petit enclos de recherche, situé pour moi entre mai et juin 1535. Chasse gardée, défense d'entrée. Pour ouvrir l'esprit sur la vaste gamme d'activités que constitue la Renaissance en France et sa réception ultérieure. Musique avec concert au conservatoire, l'histoire du théâtre, de la danse, de la philosophie, histoire de l'art et l'architecture, où je tiens à saluer le travail remarquable de Jean Guillaume. Histoire du livre, avec la reconstitution des fonds de la bibliothèque municipale grâce aux dons de l'abbé Marcel, et où je pense également aux recherches de mon ami Pierre Aquilon. Ceux qui se sont penchés sur les catalogues d'imprimerie à Tours au XVIe auront noté à la fois les dissensions en catholiques et huguenots, mais plus pertinent pour mon propos, le nombre de livres en italien imprimés ici, qui est l'un des chevaux de bataille de mon ami et collègue Chiara Lastraioli et Marraine. La Touraine au XVIe siècle constituait un public ouvert, éclairé, renaissant, comme sans doute aujourd'hui. Jeune Blanc-Bec, j'ai eu le privilège d'assister depuis les années 70 à ces grands colloques d'été ici, qui m'ont fait comprendre qu'il existe autre chose que les mois de mai, juin 1935, que Rabelais, que la littérature, que la France même. Inconcevable. Je prends l'exemple des entrées royales
par exemple, dont Tours a connu au moins 3 au XVIe siècle. C'est grâce au stage d'été, au grand colloque organisé par Jean Jacot, que la République des lettres a repris connaissance de ces grandioses fêtes qui mettent en valeur tous les arts de la Renaissance. Cortège, costume, musique, architecture, peinture, théâtre, machinerie, art de la cuisine, avec derrière tout cet éclat superficiel, les rivalités civiques, la propagande officielle et le manque permanent de sous pour financer ces fastes. Privilégier certains noms me pourrait sembler inopportun, mais je tiens à saluer la mémoire des directeurs qui nous ont guidés, qui m'ont guidé ou ouvert l'esprit. André Stegman, Jean-Claude Margolin, Jean Lafont, Jean-Michel Vaccaro, Michel Simonin, mon exact contemporain, qui tous nous ont quittés, certains très jeunes. Et ceux que la Providence a conservés et qui sont toujours parmi nous, Gérard Schex, Marie-Louise de Monet et Philippe Hendricks. Ils ont su agrandir l'espace de la rue Rapin et ouvrir de nouveaux programmes d'études, de formation, de nouvelles initiatives comme les bibliothèques virtuelles humanistes, pour faire du CNCSR la plaque tournante des études renaissantes, reconnue en Europe et à l'international. Marie-Luce Domenet avait organisé ici un grand colloque stimulant sur le thème « Hasard et Providence ». En tant que membre du comité de perfectionnement, curieusement dénommé, nous avons vu le CSR triompher des hasards et s'affirmer. Pour voir la providence à l'œuvre, il suffit de penser à Maître François. Dans ma jeunesse ici, la rue Rabelais à Tours était une espèce d'impasse. Heureusement que la ville s'est ravisée et a créé une majestueuse place Rabelais, une villa Rabelais, cité de la gastronomie, et pendant plusieurs années, cette université portait son illustre nom. L'avenir de la Renaissance à Tours s'annonce radieux, et j'ai pleine confiance que les fonds nécessaires vont affluer pour la sauvegarde de l'établissement de la rue Rapin, qui soufflera en 26 ses 70 bougies. Je pense y avoir déjà été honoré plus que je ne méritais quand j'ai reçu la médaille de la ville de Tours. Je suis donc doublement honoré et confus par la générosité avec l'université m'a décerné cette insigne distinction que vous avez par la passé conférée à mes bons maîtres et pères spirituels dans l'étude de la Renaissance, Ian Macfarlane, Cesare Vasoli et Dennis Hay. Longtemps avant moi, le clerc Thomas vint, et je cite, du fin fond de l'Angleterre et se rendit en France, rien n'estimant la longueur des chemins, la nouveauté des contrées, simplement pour apprendre. Merci, Monsieur le Président, pour tout ce que la ville et l'Université de Tours m'ont appris tout au long de ces années, où, comme l'a dit bien mieux que moi mon compatriote Thomas, à la fin de la grandiose cérémonie académique, bien humblement, vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait à cet acte. Merci. Monsieur le Président de l'Université, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers collègues et amis, chère Madame Putler, nous sommes réunis ce soir pour notre plus grand plaisir dans cette très belle salle pour attribuer à 4 personnalités le titre prestigieux de docteur honoris causa de l'Université de Tours. C'est donc un grand honneur, en même temps qu'une très grande joie pour moi, de vous présenter le parcours remarquable de Madame Putler, professeure de droit public à l'Université de Bochum en Allemagne. La remise d'un titre de docteur honoris causa est toujours un moment important, rare, et nous nous réjouissons que l'université vienne aujourd'hui renouer avec cette belle pratique. Nous souhaitons donc tout particulièrement remercier à cette occasion Monsieur le Président Giacometti et Monsieur le doyen de la faculté de droit Bourdoiseau d'avoir soutenu la demande formulée en faveur de la remise de ce titre à Madame la professeure Putler. Ce n'est pas la première fois que l'Université de Tours et sa faculté de droit distinguent ainsi des professeurs allemands de l'Université de Bochum en raison des liens très forts qui unissent nos 2 universités.
La prestigieuse distinction a déjà pu être attribuée à 2 professeurs de droit, au professeur Knut Ibsen, ancien recteur de l'université de Bochum, éminent spécialiste du droit international tout d'abord, et également au professeur Thomas van Donwitz, aujourd'hui juge à la Cour de justice de l'Union européenne par la suite. Les relations entre les universités de Tours et de Bochum sont en effet anciennes et reposent sur le partenariat historique établi dès 1967. Très vite, la faculté de droit se fait le relais d'une telle coopération en mettant en place un partenariat scientifique entre les professeurs, les doctorants et les étudiants des 2 facultés partenaires. Et c'est justement à cette occasion, dans le cadre de journées d'études entre les facultés de Bochum et de Tours, que j'ai rencontré à Tours, pour la première fois en 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans, Madame la professeure Putler qui y participait. Je ne savais pas à ce moment-là que cette première rencontre allait donner naissance à une très belle aventure, scientifique et pédagogique, en même temps qu'à une belle et sincère amitié. L'initiative de cette coopération académique revient au professeur Claude Bluman, ancien doyen de la faculté de droit de Tours, plus tard professeur à l'université Panthéon-Assas, et docteur honoris causa de l'université de Bochum lui-même, ainsi qu'au professeur Knut Ibsen, tous les 2 liés par une profonde amitié. Ces 2 professeurs, experts en droit international et européen, conviennent en 1994 d'organiser tous les 2 à 3 ans, alternativement à Tours et à Bochum, un séminaire d'études qui réunissait des étudiants des 2 facultés de droit, des doctorants et des professeurs sur des thématiques de droit européen envisagées d'un point de vue allemand et d'un point de vue français. Ces journées d'études Tours-Bochum continuent de prospérer et la prochaine session aura lieu en 2025 à Tours. Madame Putler et moi-même avons souhaité alors prolonger cette coopération scientifique par une coopération pédagogique en droit, en mettant en place un cursus binational pour nos étudiants de licence bachelor. Le projet, qui a été ébauché dès 2006, se met en place après beaucoup de discussions communes et beaucoup de travail conjoint à la rentrée 2011. Encouragés par ce premier succès, nous avons alors entrepris, pour la rentrée 2018, la création d'un master binational qui fait suite à ce cursus de licence. Les 2 cursus sont soutenus tant scientifiquement que financièrement par l'université franco-allemande de Saarbrück. Madame la professeure Putler a incontestablement joué un rôle central dans la réussite de ces divers projets d'ordre scientifique et pédagogique. Madame la professeure Putler présente un parcours académique d'excellence. Titulaire des 2 examens d'État qui ouvrent en Allemagne la voie à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires, Madame Putler, qui a été de 1983 à 1988 collaboratrice scientifique auprès de la faculté de droit d'Augsbourg, obtient en 1988, dans cette même université, un doctorat en droit récompensé par un prix d'excellence. Elle débute alors sa carrière en tant que fonctionnaire au ministère d'État bavarois de l'économie, de l'infrastructure, des transports et de la technologie. Puis, de 1991 à 1994, elle obtient un détachement auprès de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe en tant que collaboratrice scientifique. À l'issue de cette expérience, Madame Putler s'engage résolument dans la carrière universitaire afin de devenir professeure en préparant une thèse d'habilitation en droit public, droit européen et droit international public qu'elle obtient en 1999 auprès de l'université Frédéric Schiller à Jena. Elle exerce ensuite une année en tant que professeure auprès des universités d'Heidelberg et de Bielefeld, avant de rejoindre en 2001 la faculté de droit de Bochum en tant que titulaire de la chaire de droit public, droit européen, droit international public et droit économique international, qu'elle dirigera jusqu'à la fin de sa carrière universitaire. L'ouverture internationale de Madame Putler, qui pratique couramment
aussi bien l'anglais que le français, n'est plus à démontrer. Elle obtient un master de droit à l'Université de Chicago en 1986 et en 1990, le diplôme international d'administration publique de l'École nationale d'administration en France. Elle est également professeure invitée à l'Université de Saint-Louis aux États-Unis, ainsi qu'à l'Université Brasilia au Brésil. Elle participe également en tant qu'experte et membre aux commissions de sélection du service allemand des échanges académiques du DAAD et de la Fondation Alexander von Humboldt. Madame Putler ne s'est pourtant pas contentée, durant sa carrière, de dispenser des enseignements, de réaliser des contributions scientifiques dans ses domaines de spécialité, notamment dans le cadre de nos séminaires d'études conjoints, et d'assurer la direction de thèses de doctorat. Elle s'est également remarquablement illustrée dans les différentes instances de la faculté de droit et de l'université de Bochum. Elle exercera ainsi la fonction de doyenne de cette faculté de 2010 à 2012, avant d'être choisie comme représentante du corps enseignant au Sénat de l'université de Bochum à partir de 2017. Dans le même temps, Madame Putler s'est investie avec beaucoup de force et de conviction dans la création et le développement de nos 2 cursus binationaux de licence et master en droit français et allemand qu'elle a dirigé conjointement avec moi depuis son origine. Il s'agissait dans ce cadre tout d'abord de solliciter l'adhésion des différentes instances de l'université de Bochum, puis d'obtenir l'agrément des 2 cursus par une agence d'accréditation. Enfin, il s'agissait d'obtenir le soutien scientifique et financier de l'Université franco-allemande de Saarbrück, qui permet à nos cursus de rejoindre un réseau franco-allemand d'excellence, tout en offrant à nos étudiants en mobilité des aides financières significatives. Toutes ces tâches, Madame Putler les a exercées avec beaucoup d'intérêt, de rigueur, de précision, mais également beaucoup d'engagement. La constitution de ces différents dossiers a représenté de nombreuses heures de travail conjoint, réalisées à Tours ou Bochum, ou par visioconférence ensuite. Madame Putler n'a pas hésité davantage à participer au salon annuel franco-allemand, en assurant avec un enthousiasme sans cesse renouvelé la promotion de nos programmes d'études. Même si la tâche était parfois fastidieuse, ce travail conjoint et ces rencontres n'en ont pas moins constitué des moments d'échange tout à fait fructueux et privilégiés, l'ensemble de ces activités s'exerçant invariablement dans la bonne humeur, avec une qualité d'accueil remarquable de Madame Putler lors de nos rencontres ou de cours dispensés à Bochum. Madame Putler a donc été pour moi, durant toutes ces années, une partenaire précieuse qui a beaucoup appris à la jeune enseignante que j'étais alors. Son excellence académique force l'admiration, mais sa simplicité et sa modestie peut-être davantage encore. Modèle d'exigence scientifique et de rigueur, mais aussi très visionnaire, Madame Putler avait toujours une nouvelle idée à suggérer pour faire prospérer notre coopération. Elle est également un modèle de bienveillance à mon égard, mais également à l'égard de l'ensemble de ses collaborateurs, à laquelle elle a su apporter son soutien tout au long de sa carrière. Son investissement, ainsi que son enthousiasme inlassable en faveur des relations entre nos 2 universités et nos 2 facultés de droit, a incontestablement participé à leur rayonnement international et a apporté une contribution significative au développement des relations franco-allemandes au niveau universitaire. En témoigne, pour terminer, sa très forte volonté de créer, avant de quitter ses fonctions, pour un départ à la retraite, une chaire franco-allemande entre nos 2 universités, seul projet dans le domaine du droit qui a obtenu à ce jour le soutien scientifique et financier de l'université franco-allemande. On ne saurait dès lors douter que ce dernier projet, initié par Madame Putler, permettra de développer davantage encore les relations franco-allemandes entre nos 2 universités, sur un plan pédagogique, mais également scientifique. Pour toutes ces actions en faveur de la coopération franco-allemande,
dans le domaine universitaire et votre engagement sans faille. Soyez, cher professeur Putler, très sincèrement remercié. La remise de ce titre de docteur honoris causa témoigne à votre égard de l'immense reconnaissance de l'Université de Tours et de sa faculté de droit. Monsieur le Président de l'Université, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues et amis, et surtout, chers collègues et amis Anne-Jeannot. Je vous remercie vivement, cher Anne-Jeannot, pour vos paroles amicables et valorisantes. Mes sincères remerciements vont également à la Faculté de droit de Tours, notamment à son doyen, notre collègue Julien Bourdoiseau, pour sa proposition à l'université et enfin à l'Université de Tours et à son président Arnaud Giacometti pour leur décision de me conférer ce titre prestigieux. Je suis très honorée et je considère ce titre comme le point culminant de mes relations avec la France. Comment suis-je arrivée à m'intéresser à la France? J'ai commencé à apprendre le français très tard à l'école. Le français n'était que la troisième langue après l'anglais et le latin bien sûr, au programme du lycée de ma ville natale en Bavière. Cependant, j'étais déjà en contact avec le français avant cela. Les parents d'une amie cherchaient une partenaire d'échange française pour leur fille. Ils ont certes trouvé une famille qui leur convenait, mais avec 2 filles. J'ai donc été invitée, avant même d'avoir suivi des cours de français à l'école, à être la 2e fille de l'échange scolaire. L'échange a été un grand succès car nous nous sommes très bien entendus, même si parfois nous nous sommes parlé avec les mains et les pieds, et nous avons poursuivi l'échange plusieurs années de suite. Nous sommes toujours allés en Provence pendant les vacances de Pâques et les amies françaises sont toujours venues en Bavière pendant les vacances d'été. C'est ainsi que j'ai découvert la vie dans une famille en province française. J'aurais également aimé faire une partie de mes études en France. Mais comme le droit était, à l'époque en tout cas, une discipline très nationale, je n'ai jamais pu intégrer de manière judicieuse un séjour d'études en France dans mon cursus. Ce n'est qu'après mes études et mon doctorat, alors que je travaillais déjà comme fonctionnaire dans un ministère bavarois, que j'ai vu une affiche. Pour une bourse de l'Office allemand d'échanges universitaires pour un séjour d'études à l'École nationale d'administration qui était alors encore à Paris. J'ai postulé avec succès pour l'une des rares places qui étaient prévues pour les étudiants allemands. Une grande école est un type d'établissement d'enseignement supérieur totalement inconnu en Allemagne. 3 mois de stage à la préfecture de Grenoble et 1 année d'études à Paris m'ont permis de porter un regard tout à fait nouveau sur la France, notamment sur son système éducatif si différent, sa conception de l'État et le rôle de ses hauts fonctionnaires. À mon retour de France, la vie en Bavière était devenue trop étroite pour moi. Après un passage en tant que collaboratrice scientifique à la Cour constitutionnelle fédérale Allemagne de Karlsruhe, j'ai décidé de me lancer dans une carrière universitaire dans l'espoir de pouvoir mieux y mettre en œuvre mon intérêt pour le droit européen et le droit international. Après avoir rempli les conditions requises, dont notamment la rédaction d'une thèse d'habilitation, j'ai finalement obtenu un poste de professeur à l'université de Bielefeld et à partir de 2001, une chaire à la faculté de droit de l'université de la Ruhr à Bochum. J'étais très heureuse d'apprendre que ma nouvelle université de Bochum entretenait un partenariat avec une université française depuis les années 60.
à savoir l'Université François Rabelais de Tours. Comme Madame Jeannot l'a déjà expliqué, les deux facultés partenaires, c'est-à-dire la faculté de droit de Bochum et la faculté de droit de Tours, organisent régulièrement depuis les années 90 des colloques communs, alternativement en Allemagne et en France, sur des questions actuelles de droit européen. Lors de mes premières années à la faculté de droit de Bochum, j'avais un collègue que je connaissais déjà depuis mes études à l'ENA, à savoir Thomas von Danwitz. Comme Madame Jeannot l'a déjà mentionné, il est devenu entre-temps le juge allemand à la Cour de justice de l'Union européenne et est également docteur honoris causa de l'Université de Tours. Thomas von Danwitz m'avait déjà invité en 2002 à participer aux journées d'études Tours-Bochum qu'il organisait alors à Berlin avec Knut Ibsen. C'est lors des journées d'études suivantes qui se sont déroulées à Tours en 2004 que je l'ai fait la connaissance des autres collègues français de la faculté de Tours et notamment d'Anne Jeannot. Anne Jeannot n'était pas seulement une experte en droit européen. Elle avait également depuis longtemps un intérêt scientifique et juridique pour les relations franco-allemandes en tant que moteur de l'intégration européenne. Ses nombreuses publications sur ce thème le prouvent de manière impressionnante. Elle était donc la partenaire idéale pour le projet d'étendre les relations entre nos deux facultés au domaine de l'enseignement. Pourquoi avons-nous créé un cursus franco-allemand commun? Ma collègue Anne Jeannot et moi-même étions très conscientes qu'une bonne relation entre la France et l'Allemagne est indispensable à la poursuite de l'intégration européenne. Il existe des relations d'interdépendance à tous les niveaux, dans la politique, la culture, mais surtout dans l'économie. Nous avons toutefois constaté une baisse d'intérêt des élèves et des étudiants pour l'autre pays. De moins en moins d'élèves apprennent la langue de l'autre pays. En raison des relations étroites entre la France et l'Allemagne, l'industrie, les organisations internationales, les associations et les cabinets d'avocats ont pourtant un énorme besoin de main-d'œuvre parlant l'autre langue, connaissant l'autre culture qui est tellement différente et disposant des connaissances juridiques dans les deux systèmes juridiques. C'est cette nouvelle génération de juristes que nous voulions former. Dans notre programme d'études, nous avons accordé une grande importance, non seulement à l'enseignement du droit allemand et français, mais aussi au droit européen. Bien sûr, nous approfondissons les connaissances linguistiques dans la langue du pays partenaire, mais notre programme comprend également des cours d'anglais, la lingua franca, des relations économiques. En raison du grand succès du programme de double diplôme, licence bachelor, nous avons ensuite créé un programme de double diplôme au niveau master. Entre-temps, nous pouvons également faire participer les étudiants de master à nos journées d'études et les initier ainsi à la recherche juridique. Bien sûr, l'organisation des cursus n'a pas été et n'est toujours pas simple. Les systèmes d'enseignement supérieur en France et en Allemagne sont très différents, bien qu'il s'agisse d'États voisins et que les deux pays prétendent suivre le modèle de Bologne. Mais le modèle de Bologne est justement interprété différemment dans les deux États. À cela s'ajoutent des procédures d'autorisation et d'accréditation longues et également très différentes. Anne Jeannot et moi-même avons été des pionnières de nos côtés respectifs et avons dû constamment relever de nouveaux défis. Heureusement, nous avons été soutenus par nos facultés. Je tiens à souligner ici, du côté français, l'engagement
infatigable de M. Emmanuel Thibault, là-bas. Emmanuel Thibault, gestionnaire de nos 2 cursus. Ma faculté de Bochum m'a permis d'entretenir un petit bureau pour le cursus franco-allemand avec un collaborateur scientifique et quelques auxiliaires. Je tiens également à remercier Madame Monika Sprung, malheureusement elle ne peut pas être ici aujourd'hui, la directrice de notre office international à Bochum, pour son soutien constant. Madame Sprung parle un excellent français et a travaillé par le passé pendant un an dans l'administration de l'Université de Tours, dans le cadre d'un détachement. Elle connaît donc les spécificités des administrations universitaires des 2 partenaires. Je pense que nos efforts ont été couronnés de succès et que notre concept d'enseignement fonctionne. Nos diplômés n'ont aucune difficulté à trouver un emploi. Aucune difficulté, bien au contraire. Ils sont très demandés. On pourrait presque dire qu'ils nous sont quasiment arrachés des mains. J'espère que ma collègue Anjano et moi-même avons apporté notre modeste contribution à l'amélioration de la compréhension entre l'Allemagne et la France et à la consolidation des relations franco-allemandes grâce à la coopération scientifique dans les journées d'études et travers les 2 cursus franco-allemands. Je remercie vivement l'Université de Tours d'avoir reconnu ces efforts en me décernant un doctorat honoris causa. Merci beaucoup. En tout cas, cher Président, chers collègues, chers amis, donc c'est un énorme plaisir et un grand honneur pour moi de vous présenter le professeur Chris Celepis, professeur à la Biomedical School de Birmingham. Alors c'est une drôle de situation, moi, un Allemand, propose pour le titre de honoris causa d'une université française, en l'occurrence de Tours, un Anglais, dont le nom, en tout cas le nom familial, fait penser à une origine grecque, donc ça fait vraiment pas anglais. Il s'agit donc d'un cocktail tout à fait international et plus précisément européen. Tout a commencé lorsque le professeur Dio, ici présent, à l'époque fraîchement nommé doyen de la faculté de médecine, m'a demandé, en tant qu'assesseur des relations internationales de la faculté de médecine de Tours, de créer une coopération avec une université anglophone afin d'offrir une possibilité pour les étudiants en médecine, et en particulier pour ceux inscrits dans le parcours Euromed, d'avoir une expérience de stage en anglais et pourquoi pas d'y débuter un parcours de recherche. Un collègue au CHU de Tours, le professeur Laurent Fauchier, nous a alors suggéré une coopération avec l'Université de Birmingham en raison d'une collaboration très étroite et fructueuse entre les services de cardiologie de Birmingham et de Tours, en particulier le professeur Lipp, qui a été nommé professeur honoris causa il y a 8 ans ou 7 ans environ. C'est alors que j'ai pris un premier contact avec le professeur Celepis, qui était alors responsable des échanges internationaux à la Biomedical School of Birmingham. Le fait marquant de ce premier pas était l'enthousiasme et l'engagement de Chris, et nous ouvrait grand des portes pour commencer une coopération. Nous avons alors commencé à échanger régulièrement avec un premier déplacement de ma part à Birmingham en 2016. Mon anglais, loin d'être excellent, a été mis à rude épreuve puisque tout un groupe de professeurs de Birmingham m'a invité dans un pub pour expliquer notre souhait de coopération. Je me rappelle, et vous imaginez, le bruit de fond typique d'un pub anglais, bruyant, avec des rires, et je comprenais rien. Heureusement, nous avons eu des rencontres individuelles le lendemain, et dans le calme, et avec les différents acteurs, nous avons rencontré l'administration et les professeurs, et ceci a été l'occasion de jeter la première pierre pour concrétiser notre projet. We did the first step. Le professeur Celepis était alors d'une énorme aide pour créer les bases de notre coopération. Certes, il ne parlait pas français, il ne parle toujours pas français, mais il m'a expliqué dès notre première rencontre qu'il aimait la France. En effet, il venait régulièrement en vacances à Saint-Malo, en Bretagne, important. Dès cette première rencontre, j'ai été frappé par sa disponibilité, sa gentillesse, sa curiosité. Il évoquait d'emblée également l'intérêt pour les étudiants de la Biomedical School de Birmingham de venir à Tours dans le cadre de stages de recherche.
Après ce voyage, il devenait clair qu'il fallait donner un cadre plus officiel à notre échange. En 2017, nous avons alors commencé à travailler sur le Memorandum of Understanding avec Germain Rousseau et l'ensemble de l'université, que je remercie vivement, qui a été d'une grande aide pour formaliser notre coopération. Les premiers étudiants de Tours ont pu bénéficier de notre coopération en 2017 et dès cette année, nous avons accueilli des étudiants de la Biomedical School pour des stages de recherche dans nos équipes. Dès ce premier échange, les étudiants des deux villes ont été enthousiastes avec, pour certains d'entre eux, la volonté de retourner dans la ville d'accueil. Je suis retourné une deuxième fois à Birmingham en 2018 et Chris a insisté pour que je sois logé chez lui. J'ai alors été accueilli par Chris et sa famille. Nous avons commencé à évoquer un renforcement des échanges autour d'un verre de whisky, donc c'était pas le Vouvray, mais on va en parler, et au coin de la cheminée. Nous avons voulu encore renforcer notre coopération en créant une journée dédiée à l'autre université en alternance avec les présentations des travaux de recherche. Une première rencontre nommée Birmingham Day a eu lieu en 2018 et 3 chercheurs de Birmingham sont venus faire des présentations. Puis sont survenus 2 événements qui auraient pu sonner le glas de notre coopération, le Brexit et le Covid. Ça rime. Nous avons su surmonter ces obstacles et c'est encore là que Chris a joué, j'en suis convaincu, un rôle déterminant pour maintenir notre coopération. Il a œuvré auprès de l'Université de Birmingham que la coopération avec Tours soit considérée comme prioritaire, car le nombre des coopérations internationales devait fatalement être diminué pour les universités anglaises et en particulier de Birmingham. Notre échange a grandi progressivement avec une attractivité toujours présente. Kay McCarthy, ici présente, notre enseignante d'anglais et responsable de notre CRL, a été d'une énorme aide pour permettre ces échanges, être une vraie mère pour nos étudiants outgoing. Cette année, 17 étudiants tourangeants sont partis et nous avons reçu 13 étudiants de Birmingham. Au total, 109 étudiants ont été échangés en 6 ans et ça n'arrête pas de grandir actuellement dans les équipes de recherche ou de stage. Nous allons bientôt d'ailleurs accueillir des étudiants de Birmingham for the Elective Program qui est très spécifique pour les étudiants en médecine. Entre-temps, Chris a pris davantage de responsabilités au sein de l'Université de Birmingham. Il est actuellement Director of Education, College of Medicine and Health à la Biomedical School. Notre projet est en cours de s'étendre sur d'autres activités. Nous sommes en train de proposer des stages pour les étudiants de médecine de Birmingham en 5e année dans le cadre du Elective Program. Nous souhaitons également proposer des cursus de recherche partagés. Chris est venu en mai dernier pour rencontrer l'équipe des relations internationales de l'Université de Tours, des équipes de recherche et surtout les étudiants qui souhaitaient partir pour faire un stage à Birmingham. À cette occasion, il a proposé que des projets de recherche entre les deux universités puissent être développés. La création d'une telle coopération ne peut se faire, et j'en suis convaincu, sans des relations personnelles, vous l'avez senti dans les différentes présentations, et un engagement fort. À chaque étape où des difficultés administratives, françaises et aussi britanniques, ou des aspects politiques auraient pu affaiblir, voire arrêter notre coopération entre l'Université de Birmingham et l'Université de Tours, Chris était là pour relancer et faciliter notre projet. Malgré son parcours d'excellence en prenant davantage de responsabilités au sein de l'Université de Birmingham, il est toujours resté très attentif à ce que les échanges puissent se faire dans les meilleures conditions. Pour terminer ce bref résumé de nos chemins communs entre Chris et moi, permettez-moi de ne pas citer Rabelais, mais Johann Goethe, I'm sorry. So Goethe, qui écrivait dans son œuvre Faust, Am Anfang war die Tat, au commencement était l'action. C'est l'acte qui a ainsi donné le coup d'envoi de la coopération Tours Birmingham, qui a été initiée grâce à Chris. Merci. Wow. Okay, so firstly, I'd like to express my sincere gratitude to the university, the president, the past and present dean of the medical school, and of course to now my very good friend, Professor Matthias Buchler. I'm deeply honoured to receive such a privileged title. Matthias contacted me some weeks ago and asked me to say a few words about my background, so here goes. So I was born in 1970. Yes, I am that old.
in North London, and I was the last of 4 children to 2 working immigrants from Cyprus, so I'm Cypriot genetically. My parents weren't schooled, and consequently all the children were encouraged to become educated. And for me, this really started at the age of 11, where I was fortunate to gain a place at Queen Elizabeth Boys' School in North London. At the time, this was a prestigious university, highly selective, school, not university. And even in my early years, I developed a real passion for science. After completing my O-levels, they're the examinations you take at the age of 16, I decided to then study A-levels in biology, chemistry and physics, and then undertook a degree in biochemistry at the University of Wales, Aberystwyth. Following 3 years at Aberystwyth, I then decided to undertake a PhD at the University of Manchester. And this PhD was in the subject of osteochondrosis and the impact of the extracellular matrix in the disease. To study this subject, I used an avian model known as avian tibial dyschondroplasia. And quite often, whilst eating a roast, I'd be examining the tibia from the chicken, much to my wife's annoyance. My research was very much focused on the large proteoglycan known as aggrecan, and I, in short, demonstrated that it was abrogated in structure in dyschondroplasia. Following successful completion of my PhD, I undertook a brief postdoctoral position in the world of desmosomal adhesion in Professor David Garrod's laboratory, and this culminated in several high-profile publications, including one in the Proceedings of the National Academy of Science, where I demonstrated for the first time that desmosomes could mediate cell-cell adhesion in an in vitro cell model at least. I then left Manchester and secured a position at the University of Birmingham, where I have been for 26 years. In this new role, I was tasked with leading a research group in the field of gastroenterology, and this was really a baptism of fire, as the head of the group was an academic clinician by the name of Professor Janusz Jankowski, and he tasked me with ensuring that all the clinical fellows in the lab were adequately supervised. And actually, surprisingly, I really enjoyed it, and that was really the very start of my leadership journey. The main focus of my research at the time was in the study of Barrett's metaplasia, a pre-malignant condition which predisposes to esophageal adenocarcinoma, a devastating cancer with a very short 5-year survival of approximately 8%. And during this time, I was able to delineate some of the key molecular aberrations in the progression from Barrett's metaplasia to adenocarcinoma, including the oncogene c-Myc and the cytokine TNF-alpha. And that led to several high-profile publications, including the journal Gut and also The Lancet. After finishing this position, I secured a lectureship at the University of Birmingham and began to lead my own research in the field of gastroenterology. And it was really a chance discussion with a gastroenterologist and now friend, Professor Tariq Iqbal, that I secured some major funding to examine how cytokines might influence iron, the metal iron, how it might influence absorption of this metal in the condition known as celiac disease. And many of you will know that patients with celiac disease commonly present with an iron deficiency. And this theme of iron metabolism remains today, and over the last decade and a half I've contributed to many publications and the understanding of how dietary iron contributes to GI disease, gastrointestinal disease, and in particular colorectal tumorigenesis. And I should say, alongside this, I was promoted from a lowly lecturer to senior lecturer and then to reader. However, it wasn't all about research, and during these years I started to become more involved in education, and this was largely thanks to Professor Prem Kumar, an individual who I look up to in so many ways and who I aspire to be like. Professor Prem Kumar saw something in me. I'm still not convinced what it was that he saw, but he promoted me to becoming the director of the biomedical science program at the university. And during the 5 years of being in charge, the program had become one of the most highly regarded
biomedical programs in the Russell Group of universities. As part of being Programme Director, I was really keen to develop international partnerships for the programme and more widely for our college, and Matthias has already outlined that as part of that we then met over a beer or two, and a whiskey as well. Our relationship only blossomed from there. After being Programme Director, I was then promoted to the Director of the School of Biomedical Sciences, where I was now thrust into line management. You can see that I paused there. And whilst Director of the school, I expanded the portfolio of educational programmes to include an integrated Masters in Biomedical Sciences, and subsequently launched both the Bachelor of Science and integrated Masters in Biomedical Sciences at the University of Birmingham Dubai campus. Following this, I was promoted to become a professor in biomedical sciences, and I was also the director of the Institute for Clinical Sciences at the University of Birmingham, where I was now responsible for the schools of medicine, the School of Pharmacy, the School of Nursing and Midwifery, School of Dentistry, and Biomedical Science that I was formerly responsible for. However, most recently we've had a restructuring of our college, and my role as Institute Director has come to a natural end, but I've since become Director of Education within the College of Medicine and Health, and I'm now responsible for in excess of 6,000 students and the entire education portfolio, both in Edgbaston in Birmingham, but also in Dubai, where we have a satellite campus. So in addition to undertaking these university roles, I'm also the undergraduate lead for my professional research body, the British Society for Gastroenterology. I'm also a senior accreditation assessor for the Royal Society of Biology, and I'm also a fellow of the Royal Society of Biology, where I have FRSB. And my passion for educational innovation and excellence is further, I guess, exemplified by being a principal fellow of Advance HE as well. I'm also the chair of the Biomedical Science Discipline Group in the Universitas 21 Health Sciences. And this is a role that I'm particularly passionate about, and I think is really important because it really builds upon the work that we have done together here. And it's all around developing or enhancing mobility for students. I think this is really important because this gives students these international experiences that not only enhance their academic and personal skills, but truly makes them global citizens. Finally, none of this would have been possible without the love and support of my family, my long-suffering wife, Julie, who unfortunately can't be here today, and my children, Eva and Lucas. So very finally, again, thank you. I am absolutely honoured. Thank you. Cela a été, je crois, indéniablement un réel contentement d'accueillir ces chercheuses et ces chercheurs brillants, de constater encore, grâce à eux, toute la diversité de ce qui fait la recherche. Personnellement, après presque 20 ans en tant qu'enseignante-chercheuse, je n'en finis toujours pas de m'étonner et de m'émerveiller de la variété des sujets qui sont abordés. Je trouve ça toujours aussi incroyable. De la profondeur aussi des connaissances qui sont construites, de la précision des recherches qui sont menées, et puis aussi de la passion que ces chercheuses et ces chercheurs vouent à leur domaine, qu'ils arpentent de fond en comble pendant des années jusqu'au moindre petit recoin, et ça n'en finit pas de m'étonner. Je me demande toujours, mais comment on fait pour s'intéresser à cette question pendant tant d'années, et je trouve ça toujours aussi magnifique. Magnifique aussi ce qu'il faut d'enthousiasme et d'opiniâtreté, de résilience aussi parfois lorsque, en tant que chercheur, le réel nous résiste ou alors que la compréhension nous échappe. Alors, tous ces efforts, ces doutes, ces moments de lumière qui font le sel de la recherche, finalement, quand on ne sait pas ce que c'est que la recherche, ça reste assez insoupçonné. Mais c'est peut-être aussi, je me disais en y réfléchissant, que c'est cet insoupçonné qui nous lie dans la grande communauté des chercheuses et des chercheurs.
C'est insoupçonné comme quelque chose que nous avons justement un peu implicitement en partage, comme un fil entre nous, entre nous tous qui avons décidé de dédier notre vie à la production de la connaissance. Alors ces 4 œuvres, qui ne sont plus là mais qui sont maintenant dans vos mains, dont vous emportez chacun ou chacune une partie, chers récipiendaires, sont à mes yeux justement le symbole de ce fil à la fois ténu et indestructible, délicat et solide, le symbole aussi des chemins de traverse qu'il faut savoir parfois emprunter, même, ou peut-être aussi surtout, lorsqu'on a l'impression qu'ils ne mènent nulle part. En tout cas, les chemins que vous avez empruntés, chers récipiendaires, vous ont mené jusqu'à nous, Université de Tours, et nous en sommes très heureux et très fiers. Après ce moment solennel qui nous a permis de vous honorer, j'invite toute l'assistance à nous rejoindre pour un moment de convivialité après vous avoir encore une fois très chaudement applaudi pour tout ce que vous avez fait pour l'Université de Tours.